Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ce jour-là, le centre commercial de Los Angeles était bondé. Les gens allaient et venaient, chargés de sacs, de rire et d'indifférence. Au milieu de cette foule, Amara Johnson, une femme noire élégante d'une trentaine d'années, se promenait calmement dans la boutique de luxe Harrington & Company. Sa prestance et son regard tranquille attiraient l'attention, mais pour certains, son apparence suffisait à éveiller la suspicion. Alors qu'elle inspectait un sac à main exposé, deux vendeuses échangèrent un regard discret. Quelques minutes plus tard, un agent de sécurité s'approcha d'elle avec froideur. « Madame, pouvez-vous ouvrir votre sac, s'il vous plaît ?» Amara fronça les sourcils, surprise. « Pardon ? Pourquoi ? Nous avons reçu un signalement. Un article manque en rayon. Vous avez été vu près de la vitrine juste avant. » Les clients autour commencèrent à chuchoter. Certains la dévisageaient avec méfiance, d'autres avec gêne. Le sang d'Amara se glaça. Elle savait exactement ce qui se passait. Encore une fois, on la jugeait non pas pour ce qu'elle faisait, mais pour ce qu'elle était. L'agent la força à s'écarter, fouilla son sac sans ménagement, et évidemment, ne trouva rien. Pourtant, au lieu de s'excuser, il appela la police pour vérification approfondie. Amara sentit la honte, la colère, et la peur monter. Quelques instants plus tard, deux policiers entrèrent. L'un d'eux, un homme au ton méprisant, la menotta devant tout le monde. « Vous pouvez expliquer ça au poste, madame. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous serez libre. » Amara voulut protester, mais elle resta digne. Un seul nom lui vint à l'esprit, son mari. Mais elle garda le silence. Elle voulait voir jusqu'où irait cette humiliation. Quand ils arrivèrent au commissariat, tout changea. Le capitaine de police, en voyant le nom complet sur le rapport Amara Williams, pâlit instantanément. « Attendez, vous dites que vous avez arrêté la femme de Marcus Williams ?» Le silence tomba dans la salle. Marcus Williams, général respecté et chef de la police de l'État, mari d'Amara, n'était pas un homme à prendre à la légère. Quelques secondes plus tard, le téléphone du poste sonna. Une voix glaciale et autoritaire retentit de l'autre côté du fil. « Libérez-la immédiatement. Et que le responsable me voie dans mon bureau. Maintenant. » L'agent qui l'avait arrêté sentit la sueur couler le long de son dos. Amara, elle, se leva calmement, jeta un dernier regard à ses accusateurs, et dit d'une voix ferme. « Ce n'est pas moi qui ai perdu aujourd'hui, c'est votre honneur. » Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les grandes vitres du Harrington & Company, une boutique de luxe réputée pour ses produits hors de prix et son personnel sélectif. Amara Johnson Williams, vêtue d'un tailleur beige et de chaussures élégantes, parcourait les rayons en cherchant un cadeau d'anniversaire pour son mari, le général Marcus Williams, chef de la police de l'État. Toujours calme et posée, Amara avait l'habitude des regards, ceux qui jugeaient sans connaître. Malgré sa réussite et son aisance, certaines personnes ne voyaient qu'une chose, sa couleur de peau. Alors qu'elle observait un collier dans la vitrine, une vendeuse murmura à sa collègue. « Tu la vois, là ? Elle tourne autour du même présentoir depuis 10 minutes. » « Oui, et elle a l'air nerveuse. Je parie qu'elle va essayer de prendre quelque chose. » Les deux jeunes femmes échangèrent un sourire complice, puis la plus âgée appela discrètement le service de sécurité. Quelques instants plus tard, un homme grand et costaud apparut, Mark, le responsable de la sécurité du magasin. Il s'approcha d'Amara, son badge bien visible sur sa chemise noire. « Madame, je vais devoir vous demander d'ouvrir votre sac, s'il vous plaît. » Amara leva les yeux, surprise. « Pardon ? Pour quelle raison ? » Un article a disparu. Et vous étiez la seule personne près de la vitrine. Les clients autour s'arrêtèrent, formant un cercle invisible. Les murmures commencèrent à se propager. Amara sentit son cœur battre plus vite. Elle savait qu'elle n'avait rien fait, mais la honte d'être accusée publiquement la frappa de plein fouet. « Vous m'accusez de vol parce que je suis noire ?» demanda-t-elle, la voix calme mais ferme. « Je ne fais que mon travail, madame. Coopérez, sinon j'appelle la police. » Amara serra les poings. « Très bien.
Faites venir la police. Je n'ai rien à cacher. Marc haussa les épaules et passa son appel. Quelques minutes plus tard, 2 policiers entrèrent dans le magasin, l'un d'eux, un certain officier Reed, au regard dur et à la bouche pleine d'arrogance. « Alors, qu'avons-nous là » dit-il avec un sourire moqueur. Marc expliqua la situation. Sans poser de questions supplémentaires, Reed s'approcha d'Amara et dit froidement. « Madame, je vous arrête pour suspicion de vol. Vous expliquerez tout ça au poste. » « Quoi ? Vous ne trouvez rien dans mon sac, et vous m'arrêtez quand même ? Assez parlé, madame. Mettez les mains derrière le dos. » Les clients regardaient, certains choqués, d'autres indifférents. Amara sentit les menottes se refermer sur ses poignets. Le métal froid mordit sa peau. Une femme murmura. « C'est honteux, ils n'ont même pas vérifié. » Mais l'officier Reed l'ignora. Amara, tête haute, sortit du magasin escortée comme une criminelle. Elle ne pleurait pas. Son regard, plein de dignité, disait tout, ils ne savent pas encore qui je suis. Le trajet jusqu'au poste sembla interminable. À travers la vitre de la voiture de patrouille, Amara observait la ville défiler, le regard fixé, la gorge serrée. Les gens dans la rue la voyaient, menottée, entre 2 agents. Certains prenaient des photos, d'autres ricanaient. Chaque instant ajoutait une pierre à l'humiliation qu'elle subissait. Officier Reed, assis à l'avant, jetait de temps en temps un regard vers elle dans le rétroviseur. « Vous savez, madame, si vous avouez maintenant, ça ira plus vite. On sait toutes comment ça finit, ces histoires. » Amara ne répondit pas. « Vous n'avez rien à dire ?» insista-t-il. Elle finit par lever les yeux. « Je n'ai rien à dire à quelqu'un qui juge avant de savoir. » Reed ricana. C'est ce qu'ils disent tous. Lorsqu'ils arrivèrent au poste, l'air empestait le café froid et le désinfectant. Le policier la fit asseoir brutalement sur une chaise métallique dans la salle d'interrogatoire. Nom complet ? Amara Johnson Williams. Adresse ? Elle répondit calmement, les yeux fixés sur lui. Reed notait sans lever la tête, jusqu'à ce qu'il tombe sur le nom Williams. Il fronça légèrement les sourcils. Williams, hein ? C'est commun comme nom. Vous avez un mari ? Oui. Son nom ? Marcus Williams. Le stylo du policier s'arrêta net. Il releva lentement les yeux vers elle. Marcus Williams ? Le général Marcus Williams ? Exactement. Reed sentit la sueur perler sur son front. Il éclata d'un rire nerveux. Bien sûr, et moi, je suis le président. Mais derrière la vitre teintée, le capitaine du poste, un homme plus âgé nommé Daniel Turner, observait la scène. Il connaissait personnellement le général Williams, et ce nom venait de lui glacer le sang. Il sortit précipitamment de son bureau et entra dans la salle d'interrogatoire. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'un ton sec. « Une suspecte de vol, capitaine. On l'a trouvée dans un magasin de luxe sans reçu ni preuve d'achat. » Turner se tourna vers Amara. « Madame, vous avez dit que votre mari est le général Marcus Williams ? » « Oui, monsieur. Et je vous conseille d'appeler votre supérieur avant de continuer à m'humilier davantage. » Turner sortit aussitôt son téléphone. Quelques secondes après, sa voix tremblait. « Général Williams ? C'est le capitaine Turner. Votre épouse est ici, au poste. » « Oui, monsieur. »« Je comprends, monsieur, tout de suite, monsieur. » Il raccrocha, blême. « Détachez-la immédiatement. » hurla-t-il à Reed. L'officier obéit sans discuter, les mains tremblantes. Amara se frotta les poignets, marqués par les menottes, et le fixa droit dans les yeux. « Je vous avais dit que vous jugiez trop vite. » Turner, gêné, s'excusa maladroitement. « Madame Williams, je vous présente mes excuses. Votre mari est déjà en route. » À ces mots, le poste entier sembla se figer. Les agents cessèrent de parler, les téléphones s'arrêtèrent de sonner, la tension monta d'un cran. Quelques minutes plus tard, les lourdes portes du commissariat s'ouvrirent dans un silence glacé. Marcus Williams entra, en uniforme, ses galons brillants sous les néons. Son regard,
froid et autoritaire, balaya la salle. Reed sentit son cœur se serrer. Général, c'était un malentendu. Mais Marcus ne répondit pas. Il s'approcha lentement de sa femme, posa une main sur son épaule et dit d'une voix calme. Viens, Amara. On rentre. Avant de sortir, il se tourna vers Reed, le fixa droit dans les yeux et prononça lentement. Demain matin, vous serez dans mon bureau. Et vous allez apprendre ce que signifie le mot respect. Le silence dans la voiture de fonction était lourd, presque suffocant. Amara regardait la route défiler sans dire un mot. À ses côtés, le général Marcus Williams conduisait, le visage fermé, les mâchoires serrées. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur le volant, un signe que sa colère était contenue, mais brûlante. « Ils t'ont vraiment menotté devant tout le monde ?» demanda-t-il d'une voix basse mais glaciale. Amara hocha la tête. « Oui. Et sans preuve. Parce que, selon eux, une femme noire bien habillée dans un magasin de luxe, c'est suspect. » Marcus inspira profondément, ses yeux se durcissant encore. « Je leur ai donné des formations sur les préjugés raciaux. J'ai passé des années à leur répéter qu'ils devaient servir avec dignité et respect, et voilà comment ils traitent ma propre épouse ?» Il se gara devant leur maison, coupa le moteur, et resta un moment immobile. « Demain matin, personne ne s'en tirera sans conséquence. » Amara posa doucement sa main sur la sienne. « Ne te laisse pas emporter par la colère, Marcus. Ce n'est pas seulement moi qu'ils ont humilié, c'est toutes les femmes qui leur ressemblent. Si tu veux agir, fais-le pour qu'ils comprennent, pas pour te venger. » Marcus la regarda longuement, puis acquiesça. « Tu as raison. Ce sera une leçon, mais une leçon qu'ils n'oublieront jamais. » Le lendemain, à 8 heures précises, tout le commissariat était réuni dans la salle de conférence. Les visages étaient tendus, les conversations à voix basse. Au centre, Marcus Williams entra, en uniforme impeccable. Son regard perçant balaya la salle avant de s'arrêter sur l'officier Reed et Mark, le responsable de la sécurité du magasin, convoqué spécialement. « Messieurs, » commença-t-il d'une voix grave, « hier, une femme innocente a été arrêtée, menottée, et publiquement humiliée, sans la moindre preuve. » Il marqua une pause. « Cette femme, c'était mon épouse. Mais c'est secondaire. Parce que même si ça avait été une inconnue, le résultat aurait dû être le même, le respect, la dignité et la justice. » Un murmure parcourut la salle. Reed baissa la tête, blême. Marcus continua. « J'ai ici les rapports, les vidéos de la boutique et les témoignages. Aucun vol, aucune preuve. Pourtant, on a choisi de croire le pire, simplement parce que la personne ne rentrait pas dans l'image de la cliente idéale. » Il se tourna vers Reed. « Vous, officier Reed, vous avez oublié ce que signifie votre badge. Ce n'est pas un symbole de pouvoir, mais de responsabilité. Aujourd'hui, je vous suspends temporairement de vos fonctions, en attendant une enquête disciplinaire. » Reed voulut protester, mais Marcus le coupa d'un regard. « Et vous, monsieur Mark, » dit-il en se tournant vers l'agent de sécurité, « vous serez signalé à la direction de Harrington et Company pour conduite discriminatoire. Je veillerai personnellement à ce qu'il soit informé. » Le silence était total. Marcus inspira profondément, puis ajouta. « Mais surtout, je veux que chacun ici regarde cette situation pour ce qu'elle est, un miroir. Parce que si ma femme n'avait pas été mariée à un général, elle serait restée en cellule, avec un casier pour un crime qu'elle n'a jamais commis. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Quand la réunion prit fin, personne n'osa parler. Amara, qui avait assisté discrètement à la scène depuis la porte, sentit les larmes lui monter aux yeux. Marcus s'approcha d'elle et murmura. « Tu vois ? Ce n'est pas juste notre histoire. C'est celle de beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, elle ne sera plus ignorée. » Le lendemain, l'affaire avait déjà éclaté. Les journaux locaux titraient. La femme du chef de la police arrêtée à tort pour vol dans un magasin de luxe. Et plus bas. Discrimination raciale ? Une enquête est ouverte. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Les vidéos de la scène filmées par des témoins s'étaient répandues en quelques heures. On y voyait Amara, menottée, entourée de policiers impassibles et d'une foule silencieuse.
La dignité dans son regard contrastait brutalement avec la brutalité de la scène. Des centaines de commentaires défilaient. C'est écœurant. Et si elle n'avait pas été la femme du général, elle serait en prison aujourd'hui. Voilà le vrai visage du racisme ordinaire. Pendant ce temps, au commissariat, Marcus Williams recevait des appels incessants. Les médias, le maire, les associations, tout le monde voulait des explications. Assis à son bureau, il fixait le dossier de l'affaire, les doigts croisés. Il savait que cette histoire dépassait le simple incident personnel. C'était devenu un symbole. Dans un autre coin de la ville, le directeur de Harrington et Company, un homme élégant nommé Richard Hale, lisait l'article sur sa tablette, livide. Il savait que la réputation de sa boutique de luxe était en jeu. Il convoqua immédiatement une conférence de presse. Quelques heures plus tard, sous les flashs des caméras, Richard Hale prit la parole, visiblement mal à l'aise. Nous présentons nos plus sincères excuses à Madame Amara Williams pour le traitement injustifié qu'elle a subi dans notre établissement. Ce comportement ne reflète en rien nos valeurs. Mais Amara, qui regardait la scène depuis son salon, ne sourit pas. Elle savait reconnaître la sincérité d'une excuse. Et celle-ci n'était qu'un bouclier contre le scandale. Son téléphone vibra. C'était le maire de Los Angeles, qui lui proposait de participer à une table ronde sur la discrimination et le profilage racial dans les lieux publics. Amara hésita, puis répondit simplement. Oui. Il est temps de parler. Quelques jours plus tard, lors de cette conférence, les caméras étaient braquées sur elle. Vêtue d'un tailleur blanc, calme et posé, Amara s'adressa à la salle pleine à craquer. Ce jour-là, je n'étais pas seulement une victime. J'étais le reflet de milliers de femmes et d'hommes qu'on juge avant même qu'ils ouvrent la bouche. On m'a arrêté non pas parce que j'ai volé, mais parce que j'étais noire et bien habillée. Un murmure parcourut l'assemblée. Je suis la femme du chef de la police, et j'ai pu sortir grâce à cela. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont personne pour les défendre ? Ces paroles résonnèrent dans toute la salle. Des journalistes prenaient des notes, certains avaient les yeux humides. Quand elle termina, le silence fut suivi d'une salve d'applaudissements. Son message avait frappé juste, sobre, puissant, indiscutable. Dans la foule, Marcus la regardait avec fierté. Il savait qu'en quelques phrases, elle avait transformé une humiliation en un combat. Ce soir-là, de retour à la maison, Amara reçut des centaines de messages de soutien. Des femmes, des mères, des étudiantes, des employés, tous lui racontaient leurs propres injustices, leurs humiliations silencieuses. Amara sourit doucement. « Tu vois, Marcus, dit-elle. Ce n'était pas pour rien. Parfois, il faut qu'une injustice éclate pour que la vérité trouve sa voie. » Marcus passa un bras autour d'elle et répondit. « Et cette voix, c'est la tienne. » 2 semaines avaient passé depuis l'incident. La tempête médiatique, loin de s'apaiser, avait pris une ampleur nationale. Des chaînes d'information invitaient des experts, des citoyens et même d'anciens agents de police pour débattre du cas Amara Williams. Certains voyaient en elle une femme courageuse, d'autres tentaient de minimiser ce qui s'était passé. Mais une chose était sûre, le pays tout entier connaissait désormais son nom. Ce matin-là, Amara reçut une lettre manuscrite, cachetée du sceau doré du gouverneur de Californie. Elle l'ouvrit lentement, les mains légèrement tremblantes. « Madame Williams, votre dignité et votre courage face à l'injustice ont inspiré notre État et bien au-delà. Vous êtes la preuve vivante qu'on peut transformer la honte en force, et la colère en espoir. Nous souhaitons vous remettre la médaille du courage civique, pour votre contribution à la lutte contre la discrimination et à la défense de la dignité humaine. » Amara resta silencieuse, émue. Marcus, debout derrière elle, posa ses mains sur ses épaules. « Tu vois, dit-il doucement. Tu as changé les choses. Ce qu'ils ont voulu détruire t'a rendue plus forte. » Elle tourna la tête vers lui, les yeux humides mais brillants. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste refusé d'avoir honte d'exister. » Quelques jours plus tard, la cérémonie eut lieu dans le grand hall du Capitole de l'État. Des caméras retransmettaient l'événement en direct. Amara monta sur scène, vêtue d'une robe bleu nuit simple et élégante. Le gouverneur la félicita chaleureusement avant d'accrocher la médaille sur sa poitrine. Quand vint son tour de parler,
elle prit le micro, balaya la salle du regard et dit calmement. Je n'ai pas choisi d'être au centre d'un scandale. Mais j'ai choisi ce que j'allais en faire. Ce que j'ai vécu ne doit pas être oublié, ni pardonné à la hâte. Parce que tant que des gens seront jugés par leur couleur de peau avant leur humanité, notre société ne pourra pas prétendre être juste. Un silence total régna dans la salle. Puis les applaudissements éclatèrent, sincères, puissants. Quelques semaines plus tard, Amara reçut un appel inattendu. C'était Richard Hale, le directeur de Harrington & Co. Sa voix était hésitante, mais sincère cette fois. Madame Williams, nous aimerions vous inviter à participer à un projet que nous lançons, une campagne nationale contre le profilage racial dans le commerce. Nous savons que nous avons failli, et nous voulons réparer. Amara resta silencieuse un instant, puis répondit doucement. Je viendrai. Mais pas pour votre image. Pour les gens qui ont besoin d'être vus autrement. Le jour de la séance photo, le nouveau slogan de la campagne fut dévoilé. Le respect n'a pas de couleur. L'affiche montrait Amara, droite et fière, tenant entre ses mains un badge de police posé à côté d'un sac à main, symbole d'un pont entre deux mondes. Les gens furent touchés. Les ventes de la marque chutèrent au début, mais son message de rédemption, sincère et courageux, finit par inspirer d'autres entreprises à revoir leurs pratiques. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Los Angeles, Amara et Marcus étaient assis sur leur balcon. Elle posa la tête contre son épaule. Tu sais, je ne leur en veux plus. Non. Non. Parce qu'au final, ce jour-là, ils pensaient m'humilier. Mais c'est eux qui ont appris ce que signifie la vraie noblesse. Marcus sourit, l'embrassa sur le front, et murmura. Tu n'as pas pris ta revanche, Amara. Tu as offert une leçon au monde. Et tandis que le ciel s'illuminait des dernières lueurs du crépuscule, Amara ferma les yeux, apaisée. Elle n'était plus une victime. Elle était devenue une voix. Une lumière. Et un symbole.